que débarquent tous les naufragés du vieux monde. Les naufragés, les malheureux, les mécontents, les hommes libres, les insoumis. Ceux qui ont eu des revers de fortune, ceux qui ont tout risqué pour une seule carte, ceux qu'une passion romantique a bouleversés. Il est suisse, il est né à la Chaux-de-Fonds en 1887, il mourra à Paris en 1961. Il séjourne en Russie de 1904 à 1907, juste au moment de la première révolution russe. Donc il rencontre, en tant que jeune, il rencontre des jeunes révolutionnaires. Il est brassé, ça lui plaît beaucoup. Et il va très vite écrire des poèmes. Écrire, c'est brûler vif, mais c'est aussi renaître de ses cendres. C'est ce qu'il écrit dans une de ses autobiographies, beaucoup plus tard, en 1943. Son œuvre est d'emblée étonnamment variée. Poèmes, romans, reportages, mémoires, souvent tout est mêlé. Il y a le voyage, l'aventure, la découverte des autres qui le passionnent beaucoup, et le monde moderne aussi qui le passionne. Il ne reste pas du tout à part. L'imaginaire se mêle au réel, si bien qu'on ne sait pas jamais très bien ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est un homme libre qui est en état d'insubordination permanente. Être ici ou ailleurs, en liberté ou en prison, l'important c'est de se sentir heureux. D'extérieur, la vie devient intérieure, son intensité reste la même, et vous savez, c'est bizarre où le bonheur de vivre va parfois se nicher. Au cinéma, il sera l'assistant d'Abel Gans dans le film J'accuse. Il sera figurant dans La Roue. Sur l'investigation de Cocteau, il va même monter un film en Italie qui s'appellera La Veuve Noire. Et comme ça a été un four, le film a disparu. On n'en a plus jamais rien retrouvé. Il compile des contes de tradition orale, des contes africains, qui le premier a considéré comme de la vraie littérature. Et puis après cela, ça sera la découverte du Brésil et de sa diversité, où il fera 3 séjours qui le rendront extrêmement heureux. Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie. Il aime les êtres de traverse, jamais ceux qui sont installés. C'est un fait qu'il adore partir, que ce soit en train ou en bateau, au point que Henri Michaud l'aurait surnommé le Suisse errant. En fait, Blaise Cendrars est un grand mystificateur. Et son ami Michaud participe à la légende, et puis Blaise en est très content. Ça lui plaît d'être considéré comme un écrivain voyageur, donc il en rajoute. Il a dit à quelqu'un, je ne sais plus qui lui demandait si réellement il avait pris le Transsibérien. C'est Pierre Lazareff. Et il lui a répondu qu'est-ce que ça peut te foutre puisque je tiens anglais. Vous y êtes tous anglais. Il s'amuse à expérimenter dans l'édition. Et dès le poème Le Transsibérien, qu'il appellera le premier livre simultané. Ce format du livre est un peu particulier. C'est un livre qui est plié en accordéon à l'horizontale. Si vous dépliez l'accordéon, ça fait 2 mètres de haut. D'un côté, il y a des illustrations de Sonia Delaunay, et de l'autre, il y a le poème lui-même, mais qui est écrit avec une typographie très variable. Il y a différents types de lettres, différents types de caractères, des tailles de police, de toutes sortes, qui sont censés représenter graphiquement les émotions du poème. On ne peut plus très bien en juger de nos jours parce que tous les exemplaires originaux ont disparu. Alors l'autre voyage, c'est celui de la guerre, qui a été terrible pour Cendrars. C'était la guerre de 14, dont il a parlé dans La main coupée et dans J'ai tué. Blaise Cendrars s'est engagé dès le début de la guerre de 14 dans un régiment de combattants étrangers qui fusionnera au bout de quelques mois avec la Légion étrangère. En raison de son courage, il est rapidement nommé caporal. Il est donc à la tête d'une section d'une dizaine d'hommes qu'il arrive à faire vivre avec un courage qui arrive à lier ces hommes de manière extraordinaire. Et en même temps, il a une tendresse pour ces hommes qui est absolument merveilleuse.
Et c'est tout cela, il le décrit dans La main coupée. L'histoire se termine tragiquement pour lui. Un éclat d'obus qui le prive de son bras en octobre 1915. Et donc, il nous a laissé des descriptions à la fois charmantes d'amitié, de tendresse pour ses compagnons, étonnantes de courage et vraiment très émouvantes pour ses compagnons d'armes. Je vous lis un petit passage. « Maman, maman !» Le cri le plus affreux qu'on puisse entendre et qui n'a pas besoin de s'armer d'une machine pour vous percer le cœur. C'est l'appel tout nu d'un petit enfant au berceau. « Maman, maman !» crie-t-il. Et cela dure des nuits et des nuits. Et cela va s'atténuant, car chaque nuit, ils sont moins nombreux. Et cela va s'affaiblissant, car chaque nuit, leur force diminue, les blessés se vident. Il dit lui-même qu'il a tué. Et il dit « J'ai le sens de la réalité, moi, poète », parce que à ses compagnons d'armes, qui avaient toutes sortes de métiers, maçons, cabaretiers ou autres, lui, il disait « Moi, je suis poète », et on le regardait avec les grands yeux. Et il disait « J'ai agi, j'ai tué, je suis poète. J'ai agi comme cela parce que je veux vivre. » Mais je ne savais pas que la Légion me ferait boire le calice jusqu'à la lie, et que cette lie me saoulerait, et que prenant une joie cynique à me déconsidérer et à m'avilir, je finirais par m'affranchir de tout pour conquérir ma liberté d'homme, être un homme. Du fond de mon cœur, les larmes me viennent. Si je pense amour à ma maîtresse, elle n'est qu'une enfant, que je trouvais ainsi au fond d'un bordel. Ce n'était qu'une enfant blonde, rieuse et triste. Elle ne sourit pas et ne pleure jamais. Mais au fond de ses yeux, quand elle vous y laisse voir, tremble un doux lys d'argent, la fleur du poète. Elle est douce, muette et triste, sans aucun reproche, avec un long tressaillement à votre approche. Elle n'est qu'une fleur candide, fluette, la fleur du poète, un pauvre lys d'argent, tout froid, tout seul, et déjà si fané, que les larmes me viennent si je pense à son cœur. Il n'y a jamais eu d'aveu entre nous, il n'y a jamais eu de mensonge. Nous nous sommes trouvés ensemble, voilà tout, au moment où nous n'attendions plus rien, ni l'un ni l'autre, tellement le temps était devenu long pendant la guerre. Mon Dieu, avoir une vie sans mensonge, sans dégoût, sans rien qui ne soit de l'amitié toute pure. Et cela est, nous ne nous sommes que regardés, et c'est tout, dès le premier jour. Et il n'y a pas de mal dans cette tendresse, ô mon amour. J'ai le goût du risque. Je ne suis pas un homme de cabinet. Jamais je n'ai su résister à l'appel de l'inconnu. Écrire est la chose la plus contraire à mon tempérament, et je souffre comme un damné de rester enfermé entre quatre murs et de noircir du papier quand dehors la vie grouille. Ce n'est pas du premier coup que l'on trouve son équilibre et la simplicité de la vie au milieu de toutes les complications. Il y faut de l'entêtement. Et ma main coupée mit fin à mes velléités et à mon ambition et me fit brutalement sortir de cette ornière d'esthète où j'allais probablement m'enliser à la suite des poètes et des peintres des soirées de Paris en 1914. La vie que j'ai menée m'empêche de me suicider. Tout bondit, l'air est embaumé, musc, ambre et fleurs de citronnier, le seul fait d'exister est un véritable bonheur. Voilà.